La circonscription de Hochelaga se situe à l'est de l'île de Montréal. Elle comprend les quartiers d'Hochelaga, de Nouveau-Rosemont et une partie de Mercier. En plein cœur du comté se trouve le stade olympique. Hochelaga est parmi les 10 circonscriptions au Canada avec les plus faibles revenus familiaux. Elle est plus francophone que le reste de l'île de Montréal et sa démographie change avec un nombre croissant de jeunes et jeunes familles qui s'installent ici. Politiquement, cette circonscription a été longtemps à la gauche du spectre politique. Elle a longtemps été bloquiste, mais en 2011, lors de la vague orange, les électeurs de Hochelaga ont élu une députée néo-démocrate. 8 ans plus tard, en 2019, c'est les libéraux qui gagnent ce siège. La députée sortante, qui essaie de garder le siège pour les libéraux, est Soraya Martinez-Ferrada. Elle a commencé sa carrière politique sur la scène municipale. Moi, je suis une nationaliste. Moi, j'ai toujours porté en moi cette fierté d'être québécoise. Et je peux être montréalaise, québécoise, chilienne et canadienne tout ensemble. Je peux être une femme progressiste de gauche qui veut s'occuper des gens. Le monopole d'identitaire, c'est pas le Bloc québécois qui l'a. Le monopole progressiste, c'est pas le NPD qui l'a. Et je pense que comme personne qui se présente dans Hochelaga, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un député qui va porter leur voix puis qui va les défendre. Et je pense qu'ils ont trouvé en moi cette personne-là. Indépendamment des partis politiques, les gens, ils veulent quelqu'un qui va les représenter tout simplement puis qui va aller se battre pour eux. Puis moi, je pense que j'ai incarné cette personne. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que votre choix est fait pour l'élection? Non, pas encore. Pas encore? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Je viens d'aller faire le X. Vous venez faire le X pour le Bloc? Oui. Merci. Ça, c'est gentil. Il y a des bonnes idées, vous devriez poser la question. Mais oui, là, on veut sortir les libéraux d'ici, ça n'a pas de bon sens. Le candidat bloquiste dans Hochelaga est Simon Marchand. Il est spécialiste en sécurité informatique et mesures antifraude. Il est à sa 3e tentative de gagner dans cette circonscription. Voilà 2 ans, il a perdu par seulement 328 votes à la libérale, Mme Martinez-Ferrada. Je pense que ce qui peut faire la grosse différence, puis la question que les gens vont vraiment se poser, c'est est-ce que je veux avoir quelqu'un qui va porter ma voix comme habitant d'Hochelaga à Ottawa, ou plutôt quelqu'un qui va venir dans Hochelaga m'expliquer les décisions du gouvernement fédéral. Moi, j'habite ici depuis un peu plus de 13 ans, donc le quartier, je le vis, ma famille vit ici, ma petite fille va à l'école ici, donc les problèmes me tiennent à cœur. Toutes les décisions qui se prennent autour d'Hochelaga me touchent directement. Donc, la raison pour laquelle il faut voter pour le Bloc, c'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir avoir une parole libérée, puis aller la porter à Ottawa. Bonjour. Catherine, je suis la candidate du NPD ici dans le quartier. Vous allez bien? Oui, bonjour. Oui. Alors, en fait, je fais signer une pétition pour mettre fin aux subventions à l'industrie pétrolière. Voudriez-vous la signer? On est pour la protection de l'environnement, certain. Oui, hein? Portant les couleurs du NPD est la candidate Catherine Roy-Goyette. Elle est syndicaliste dans le secteur de la santé et très active dans plusieurs organismes communautaires. Elle a travaillé avec l'ancienne députée NPD et quand elle s'est présentée dans la dernière élection, elle a récolté plus de 20% des votes. Bien, je vous dirais que c'est une des campagnes les plus rapides et spéciales que j'ai vues. Ce n'est pas ma première, ni comme candidate, ni comme organisatrice. Le taux d'indécision est encore extrêmement élevé alors que le vote par anticipation se déroule. Énormément de frustration de la part de la population. Alors, pour moi, il est clair que c'est une course à 3. L'issue du vote... personne ne pourra le savoir avant le 20 parce que je pense qu'énormément d'électeurs vont faire leur choix dans l'urne, ce qui est très particulier, mais ce qui la rend très excitante aussi. On peut parler certainement d'une course à 3 à ce stade-ci de la campagne électorale. Quand on regarde les sondages, on voit très bien que depuis le début de la campagne, avec la représentante pour le NPD, Mme Catherine Roy-Goyette, est en train d'aller gruger des points, fait une remontée dans les sondages. On peut aussi voir que la candidate libérale sortante, Mme Soraya Martinez-Ferrada, est vraiment dans une situation où, dans les intentions de vote, ça stagne, peut-être même un petit peu en baisse. Le bloquiste aussi, c'est vraiment la candidate du NPD qui est en train là, de prendre, qui est en train là, de chauffer les fesses des deux autres candidats. La course plus intéressante, oui. Oui, tout à fait. Puis,
Bien, je pense que ça devient intéressant au niveau de l'explication des enjeux, de la prise de position, puis de faire en sorte que les citoyens de la circonscription aillent voter la journée du 20 septembre ou même soient déjà en train de le faire là, pendant le vote par anticipation. Quelles sont les préoccupations et les enjeux pour les électeurs ici à Hochelaga? Tout le monde s'entend sur la première préoccupation, le logement abordable. C'était le thème quand Justin Trudeau a fait une visite à Hochelaga. Nous savons que ça prend différentes approches pour lutter contre la crise du logement et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le plan le plus ambitieux de tous les partis, mais aussi le plus concret et réalisable. D'abord, on reconnaît ici à Hochelaga, à Montréal, il y a énormément de locataires. Donc, nous allons en faire plus pour les protéger, empêcher les rénovictions. Alors, l'annonce d'aujourd'hui me touche particulièrement parce qu'il y a une crise du logement. Il y a une crise du logement à Montréal. Il y a une crise du logement ici, particulièrement dans Hochelaga. Donc, ça me tient particulièrement à cœur. D'autant plus que quand j'étais jeune, ma mère et moi, nous avons été longtemps sur des listes d'attente de HLM et de coopératives. On n'y a jamais arrivé. On a fini dans un 4,5, petit 4,5, 4e étage avec mon frère en chaise roulante. Alors, je comprends l'anxiété des gens qui, encore aujourd'hui, se cherchent un logement abordable, un logement qui est salubre avec un loyer qui est décent. Et le plan qu'on vous présente aujourd'hui, le plan du Parti libéral, est un plan qui est ambitieux, mais réaliste. Et on a créé la première allocation du logement, qui est important. Puis on a signé une entente quand même historique de logement avec Québec. Puis nous, ici, juste dans Hochelaga, en très peu de temps, on a pu livrer presque 100 logements. Donc, je pense qu'on a démontré notre capacité à réaliser des logements, réaliser des nouveaux logements. L'engagement qu'on a pris pour l'avenir, c'est 1,4 million de logements. Et honnêtement, c'est le plan en logement le plus ambitieux de tous les partis politiques, parce qu'il adresse non seulement la question du logement, donc construire, rénover des nouveaux logements, il adresse la question des rénovictions, qui est un enjeu important chez nous dans Hochelaga, mais il adresse aussi la question de l'accès à la propriété. Parce que les gens, ils veulent pas, éventuellement, ils aimeraient ça, avoir une maison, c'est leur fonds de retraite, donc c'est important de l'adresser. En fait, on se réjouissait, là, on se souviendra que Marjolaine Boutin-Sweet, avec qui j'ai travaillé, avait travaillé extrêmement fort pour convaincre les différents gouvernements d'implanter une stratégie nationale de logement. On se réjouit qu'il y ait déjà une première pierre à l'édifice. Par ailleurs, le directeur parlementaire du budget a fait une analyse du plan libéral en termes de développement de logements abordables, logements sociaux, et sa conclusion, c'est que les libéraux rataient leur cible avec leur programme, puisqu'ils finançaient essentiellement du logement dit abordable, ce qui veut dire que c'est un logement qui est fixé en fonction du loyer médian. Et comme on a connu une hausse vertigineuse des loyers, mais le loyer médian lui-même a augmenté, ce qui fait qu'on n'a pas un plan qui permet vraiment de développer du logement qui va être, lui, en fonction du revenu des gens. Donc, un logement social, lui, va s'accorder, entre autres, sur le fait que les gens ne devraient pas payer plus de 25-30 % de leurs revenus pour se loger. Le plus gros problème, en fait, avec la question du logement aujourd'hui, c'est que c'est encore des ententes ponctuelles. Donc, le gouvernement va négocier une entente avec Québec. Souvent, ça va prendre 2, 3, 4 ans avant que cette entente-là soit négociée, signée. Et les fonds qui sont négociés sont finalement insuffisants, puis il faut relancer tout le processus de négociation. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est 1 % de tous les revenus du gouvernement fédéral devraient être investis année après année en logement social, transférer à Québec sa part. Comme ça, on aurait de la prévisibilité et on augmenterait d'à peu près 75 % les sommes totales investies en logement social. Ça veut dire construire plus d'unités, mais aussi rénover le parc de logements existant, ce qui est un problème en ce moment. On construit, mais on ne s'occupe pas de ce qu'on a construit. Donc, dans Hochelaga, on a des centaines d'unités qui sont abandonnées, qui sont invivables en ce moment. Bien, moi, ma principale question, ma principale interrogation, c'est le climat, les changements climatiques. À part ça, là... Est-ce que vous penchez vers un parti ou un autre quand il s'agit de ça? Non, pas vraiment. Non, je trouve qu'ils se valent tous de ce côté-là, ne sont pas assez impliqués, puis pas assez conscients de la réalité de la chose, ou ils ne peuvent pas politiquement agir vraiment. Dans cette élection, qu'est-ce qui est important pour vous? OK. Bien, en fait, moi, je vous dirais que c'est essentiellement les inégalités sociales, l'environnement, la transition énergétique, les changements climatiques. C'est l'enjeu présentement en 2021, là.
Est-ce que vous vous penchez dans un sens ou dans un autre? Ah, mon choix est fait depuis longtemps, ce sera avec le NPD. Si on veut un réel changement, il faut par cette élection fédérale-là, tout ça parce que les partis traditionnels, depuis 50 ans, 60 ans, c'est toujours le même discours. Alors, Harper puis les conservateurs, les pétro-créationnistes, là, c'est assez, là. On pose des questions. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette élection? Moi, je m'intéresse à la politique seulement pour l'indépendance du Québec. Okay. Puis, dans ce comté, est-ce que vous pensez que le Bloc va pouvoir le remporter? Oh, j'espère, mais je ne sais pas. Hein? C'est sûr que l'environnement, là, il faut s'en préoccuper davantage. Ça, c'est évident. Parce que les scientifiques nous le disent, mais ça prend des mesures un petit peu plus musclées. Ça, c'est certain. Puis, il faut l'arrimage avec l'économie parce qu'on entend souvent que les changements climatiques puis les mesures qu'on prend pour les changements climatiques, bien, ça nuit à l'économie. Fait que moi, je pense qu'il faut clarifier tout ça, là, parce que je pense qu'un n'est pas nécessairement nuisible à l'autre. On est un des partis qui a le plus fait en 6 ans que n'importe quel autre parti dans les 15-20 dernières années. Puis c'est pas même nous qui le dit, c'est d'autres associations et organismes en environnement qui le disent. Et le plan qu'on a présenté est celui qui est le plus ambitieux de tous les partis, celui qui est chiffré aussi, puis qui est détaillé dans le temps. Donc, on a ramené nos cibles en carboneutralité, on les a augmentées. On a dit clairement qu'on mettrait fin aux subventions des énergies fossiles en 2023. Ça, c'est demain matin, là. Mais quand les gens disent, et ça a été même soulevé lors des 2 débats télévisés, quand les gens disent, mais le Canada n'a pas rencontré, n'est pas arrivé à aucune de ces cibles jusqu'à maintenant. Il faut faire attention parce que le calcul des cibles, c'est toujours entre 3 et 5 ans qu'elles sont évaluées. Actuellement, le rapport qui a été fait donne des mesures sur les rapports qui sont 2016, 2017, 2018, mais les mesures qu'on a mises en place en 2016, 2017, 2018 ne seront pas évaluées encore avant 2 ans. Donc, il faut faire attention sur l'évaluation du rapport qui a été fait, puis les mesures qui ont été faites. Mais c'est bien évident que d'avoir mis une taxe sur la pollution, qui est la 2e la plus élevée au monde, c'est des mesures extrêmement importantes et qui vont avoir un effet important pour l'avenir, ça c'est sûr. Je pense que le plus gros problème auquel on fait face en ce moment, c'est le fait que le gouvernement libéral subventionne encore massivement les énergies fossiles, qui sont quand même une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. En 2015, Justin Trudeau nous promettait d'y mettre fin. On est 6 ans plus tard, puis ça a plutôt augmenté. On voit qu'il finance même plus que le gouvernement Harper avant lui. Donc nous, ce qu'on dit, c'est cessez complètement de financer les industries fossiles. Prenez cet argent-là pour financer la transition, que ce soit la transition au niveau de production d'énergie, mais aussi pour les gens dont les emplois dépendent de ces industries-là pour qu'ils puissent avoir une nouvelle carrière, puissent transitionner vers quelque chose qui leur permettra de maintenir leur niveau de vie. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, Catherine, je suis la candidate du NPD ici. Bien, écoutez, je fais signer une pétition pour cesser de financer l'industrie pétrolière. Pourriez-vous la signer? Moi, avec plaisir. Ah, génial! En ce moment, le Canada est est le seul pays du G7 à avoir augmenté ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, on peut bien avoir un plan de 150 pages. Si concrètement, on n'arrive pas à réduire nos émissions, bien, ce plan-là, il n'est pas efficace. Il faut le bonifier. Première des choses, clairement, cesser de subventionner l'industrie pétrolière. Il faut internaliser les coûts, les coûts des énergies fossiles. Deuxième des choses, investir dans le développement d'énergie propre, dans la requalification des travailleurs des sables bitumineux pour qu'ils produisent de l'énergie propre. Et on sait que, d'ailleurs, très récemment, les investissements dans les énergies propres ont dépassé en termes de rendement ceux dans l'énergie fossile. Alors qu'on le souhaite ou pas, on est dans une nouvelle ère. Le Parti québécois, le Bloc québécois, qui est quand même est une présence dans cette course à 2 ou à 3, le Bloc québécois aussi s'oppose aux subsides, aux subventions à l'industrie pétrolière, propose aussi plus d'investissements dans les industries propres, la technologie propre. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, le NPD, du Bloc, par exemple? Mais en fait, ce qui est très intéressant avec notre plateforme environnementale, c'est qu'elle s'inspire du Green New Deal, notamment, qui a été produit par Bernie Sanders et Alexandra Ocasio-Cortez aux États-Unis, c'est-à-dire d'avoir un plan d'ensemble qui s'attaque tant au changement climatique qu'aux inégalités sociales.
On parle d'un projet industriel qui suscite beaucoup de préoccupations des gens d'ici. C'est un projet de développement de cette partie de la circonscription. Parlez-nous de ça. Donc, c'est un projet qui va se placer sur un terrain d'à peu près 2 millions de pieds carrés, donc un terrain gigantesque qui a été laissé à l'abandon après que la Canadian Steel Foundry ait quitté. C'est un projet de transbordement, donc 100 wagons de train par jour, transbordés dans 1000 camions. Donc, on parle camionnage intense, bruit, vibration, mais aussi un énorme îlot de chaleur en plein milieu d'un quartier résidentiel à quelques mètres des habitations. Donc un projet qui suscite beaucoup d'inquiétudes, à juste titre, puis on pense qu'on pourrait faire quelque chose de mieux avec le terrain qu'on a ici. Puis la Ville de Montréal a donné le permis, est allé en cours pour essayer de les révoquer ou changer les conditions. La Ville a échoué. Qu'est-ce que vous, comme Bloc québécois, qu'est-ce que vous réclamez comme action et de quel niveau de gouvernement? Mais je pense surtout qu'un bon député, c'est d'abord et avant tout un député de sa circonscription. Donc quelqu'un qui va porter la voix, même si tous les enjeux ne sont pas nécessairement des enjeux fondamentalement fédéraux. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de parler avec le promoteur et de le convaincre qu'il y a une offre sur la table qui peut être faite pour accepter de se faire racheter. Donc, on veut aller parler à des investisseurs, soit industriels, mais sinon aller chercher des investisseurs peut-être institutionnels, des fonds, des paliers provinciaux, fédéraux, puis faire un montage financier qui permettrait de racheter le terrain à Raymond Logistique, une offre qui lui serait faite de bonne foi puis qui pourrait accepter, donc au lieu d'être dans les démarches légales, vraiment avoir une négociation avec un homme d'affaires qui a une business à gérer. Donc, si vous êtes élu député fédéral, le fédéral devrait faire quoi? Bien, à mon avis, le fédéral est capable d'amener certains fonds dans le montage financier et qu'on parle de fonds pour la décontamination des sols parce que c'est quand même un terrain qui a été lourdement contaminé, mais ça pourrait être aussi des fonds de relance économique, ça pourrait être des fonds pour essayer d'attirer. On sait que Moderna est un joueur qui veut venir s'installer au Canada, donc moi je verrais très bien Moderna s'installer sur une petite partie du terrain ici. La compagnie de vaccins. La compagnie de vaccins, exactement. Et tout ça dans le contexte où on a un plan pour que le REM passe aussi par ici, qu'il y aurait une station à proximité, donc il y a quelque chose de structurant. Moi, ce que j'y propose, c'est de saisir la gare de triage du CN. Il y a une gare de triage qui est plus active. Là. Il y a littéralement des arbres qui poussent à travers les voies ferrées. Donc, céder cette gare de triage-là à la ville pour créer, dans un premier temps, un immense lien vert qui va relier la rue Notre-Dame au parc Maisonneuve. Et ensuite, moi, je considère que le projet de Raymond Logistique n'a pas sa place dans le quartier. On vit déjà avec énormément de nuisances à cause des activités industrielles du port. On ne peut pas en rajouter. On se rappellera que les gens d'Hochelaga ont une espérance de vie de 10 ans de plus faible que l'ensemble des Montréalais, des Montréalaises. Donc, pour moi, il faut exproprier le propriétaire, les 3 paliers de gouvernement ensemble, procéder à une expropriation, puis décontaminer le site par la végétation. La candidate libérale Soraya Martinez-Ferrara n'était pas disponible en personne sur le projet d'expansion de Raymond Logistique, mais elle nous a fait parvenir sa position par communiqué. Elle dit, et on cite, « Je suis contre ce projet et ce n'est certainement pas ce genre de projet qu'on souhaite dans le comté. » J'ai écrit une lettre au ministre de l'Environnement du Québec lui demandant de tenir une étude d'impact environnemental de ce projet. La chose la plus importante, c'est l'environnement. Moi, je vais encore orienter mon vote pour les candidats qui vont avoir l'environnement plus à cœur. En ce moment, qu'est-ce qui se passe avec le Parti vert? C'est très difficile. La chef fait vraiment comment je pourrais dire, une campagne locale à Toronto. Elle n'a aucun souci national. Et puis, par la suite, on se retrouve dans les réseaux nationaux et puis on parle d'identité canadienne, québécoise, etc. C'est de l'environnement, il faut qu'elle parle, point de ligne. Donc, qu'est-ce que ça vous laisse comme choix politique? C'est sûr que je vais encore voter vert, OK? Mais c'est un vote purement stratégique. Le candidat vert dans Hochelaga est Zachary Lavarenne. Les Verts ont reçu presque 5 % du vote dans la dernière élection en 2019. Ce jeune étudiant au Collège de Maisonneuve est à sa première expérience comme candidat fédéral. Son évaluation du record des libéraux sur l'environnement? Mais je pense que la barre n'est pas très haute pour être le gouvernement le plus performant parce qu'avant eux, c'était conservateur, puis avant eux, libéraux. Fait que je veux dire, il n'y a pas tant de...
c'est pas une question qui est difficile mais un objectif qui est difficile à atteindre, être le gouvernement qui fait le plus pour l'environnement. Puis ils sont loin des objectifs, puis c'est possible, c'est réaliste d'atteindre les objectifs du GIEC, mais eux, ils le font pas. Ils sont encore investis dans Trans Mountain. Même si ça va investir dans l'énergie renouvelable dans le futur, c'est trop lent, c'est pas assez vite. Ils vont pas atteindre les objectifs du GIEC et donc ils sont pas en ligne avec la science, ils sont pas en ligne avec ce que les manifestants ils disent. On ne peut pas ne pas mentionner un défi auquel fait face le Parti vert dans cette élection, c'est les problèmes qu'a rencontré le chef du parti, la chef du parti, Annamie Paul, son leadership qui a été contesté dans le parti. Combien ça risque de vous nuire dans cette élection? Mais je vais être honnête, je sais, en ce moment, ça va pas super bien pour le Parti vert, c'est certain. Mais je pense que c'est un processus naturel quand il y a une nouvelle personne qui est en position de chefferie. C'est quelque chose qui peut arriver, il peut y avoir de la contestation, mais il faut reconstruire un Parti vert avec beaucoup de candidats qui ont de l'ambition, qui sont impliqués. Et c'est ça mon objectif, c'est de donner l'opportunité aux citoyens et citoyennes d'Hochelaga de voter pour un candidat du Parti vert qui connaît la cause environnementale, qui est investi dans cette lutte et qui va tout faire pour la communauté. Bonjour, monsieur. Je me présente, mon nom est Aimé, je suis la candidate pour le Parti conservateur ici à Hochelaga pour l'élection fédérale du 20 septembre. OK. Est-ce que vous avez beaucoup voté? Vous avez déjà fait votre idée? J'ai déjà m'inscrit tout pour faire mon vote, non? Okay. Mais je n'ai pas encore décidé, non? Aimée Caillé Cabrera est la candidate du Parti conservateur dans Hochelaga. D'origine cubaine, elle est arrivée au Canada seulement il y a 9 ans. Elle est passionnée quant aux libertés individuelles et politiques. Dans la dernière élection, les conservateurs ont récolté seulement 4,5% des votes dans Hochelaga, mais ils espèrent faire mieux cette fois-ci. J'ai toujours été très intéressée par la politique canadienne. Depuis que je suis ici, j'ai fait beaucoup d'activisme aussi pour la démocratisation de mon pays d'origine, Cuba. Et j'ai vu une opportunité dans cette élection-ci de me présenter pour le Parti conservateur, lequel je suis très fière de représenter ici à Hochelaga. Hochelaga, c'est une circonscription que je connais. L'époque que j'habitais ici à Montréal, j'ai travaillé proche de Hochelaga et je connais la région. Je trouve que c'est une région qui a besoin de quelqu'un qui se met au service des citoyens ici. Pourquoi le Parti conservateur? Le Parti conservateur rejoint presque toutes mes valeurs, pour dire toutes mes valeurs en fait. En tant que personne, en tant qu'électrice, j'ai toujours voté Parti conservateur. Donc, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, il y a une élection fédérale le 20 septembre. Donc, j'ai écrit une lettre ce matin à tous les chefs des partis fédéraux. Il y a un développement qui pourrait avoir des répercussions sur cette élection au Québec. 2 semaines avant le jour du scrutin, le premier ministre du Québec, François Legault, a laissé savoir qu'il aimerait voir un gouvernement minoritaire conservateur élu à Ottawa. C'était de la musique aux oreilles de la candidate conservatrice. Je crois que M. Legault voulait donner un message aux nationalistes québécois. Je crois qu'il voulait dire, écoutez, on a 4 partis, 5, 5 partis, et c'est le moins centralisateur de toutes, parce que c'est ce qu'on veut. On veut avoir un fédéralisme de partenariat. Ce qu'on a vu avec les politiques libérales en 6 ans, c'est Ottawa, c'est tout. Ottawa, c'est le papa de les provinces, et je crois que nous, en tant que Québécois, nous, en tant que Québécois, on est très capable de gérer notre province dans sa jurisprudence et je crois que c'est juste un message qu'il a voulu donner. C'est sûr que probablement ceux qui croient que c'était l'ingérence, c'est probablement les autres partis. Nous, on est très bien, on est très contents là, de ça. Et pour le candidat bloquiste dans Hochelaga? Moi, je pense que la clé dans ce message-là, c'est de vouloir un gouvernement minoritaire. On a démontré qu'avec une représentation forte du Bloc québécois à Ottawa dans les 2 dernières années, on a fait des gains quand même significatifs. On a été capable d'aller chercher des concessions, on a été capable de négocier, de travailler avec le gouvernement. Un gouvernement majoritaire, ce n'est à l'avantage de personne au final. Parce qu'à ce moment-là, on a un gouvernement qui n'est pas obligé de négocier, qui n'est pas obligé de se montrer ouvert aux autres présentations, aux autres propositions. Donc moi, un gouvernement minoritaire m'arrangerait tout à fait. C'est là que le Bloc a le plus de pouvoir. C'est pas une claque dans le gueule, comme on dit en bon québécois, dans le sens qu'il n'y a pas un dossier, il n'est pas recommandé qu'on vote pour le... S'il va s'ingérer dans la politique fédérale, il n'est pas recommandé qu'on vote pour le Bloc québécois. Je pense qu'il aura finalement dit de ne pas voter pour un parti centralisateur sans nécessairement aller trop pointer sur le parti auquel il invitait de voter. Maintenant, ça lui appartient. Dans Hochelaga, je pense que de toute façon, ce sont les électeurs qui vont finir par décider au final. Donc, dans les prochains jours, avec les derniers sondages, on va voir l'impact de cette déclaration-là. Il faut dire que c'est pas coutume au Québec qu'un premier ministre exprime ses préférences à la population.
comment l'électorat va réagir, très difficile à dire. J'ai entendu des choses intéressantes, notamment au niveau de comment les femmes pourraient réagir face à cette demande qui pourrait être vue comme un peu paternaliste, mais encore là, c'est une impression. Puis on laissera les électeurs s'exprimer le jour du 20 septembre. Et un dernier mot à notre politicologue qui suit de très près cette course électorale ici. A-t-elle des prédictions? Dans la circonscription d'Hochelaga, j'ai beaucoup de difficultés à observer, à déterminer qui pourrait gagner. Mais ce qui est certain, c'est que le NPD pourrait faire des surprises en termes de positionnement. Pour le reste, bien, je pense que tout le monde va travailler très fort sur le terrain, puis ça sera à la population de décider. Moi, je prends rien pour acquis. Je pense que le travail que j'ai fait démontre en fait que j'étais une députée qui était présente, même si virtuellement, on est tous tombés virtuels avec la pandémie. Mais je prends rien pour acquis. Puis je fais du porte-à-porte, on en fait des appels, puis on verra ce que les citoyens d'Hochelaga vont décider, là. Ça veut dire quoi? Ça veut décider quoi? Ça va signifier quoi, cette élection? Je pense que ça va en dire beaucoup sur ce qu'on pense comme électeur d'un gouvernement qui, par opportunisme, va nous propulser dans une élection. Un gouvernement minoritaire, ce n'est pas un gouvernement qui doit prendre fin au bout de 18 mois. C'est un gouvernement qui a la responsabilité de travailler avec d'autres partis, de faire des concessions, de faire des compromis. Donc, les résultats vont nous montrer si les électeurs sont satisfaits d'avoir dû refaire un choix. Et on verra si le gouvernement libéral est puni pour nous avoir lancé en élection. La signification de cette élection, selon vous, c'est quoi? L'avenir de notre planète, l'avenir de l'humanité, l'avenir qu'on réserve à nos enfants, puis la responsabilité qu'on assume, nous comme candidats, mais comme citoyens, face aux gestes qui doivent être posés aujourd'hui. Dans la circonscription de Hochelaga, pour CPAC, je suis Martin Stringer.